Pour cet épisode avec moi, place à un passionné, un personnage à la fois atypique et fascinant, dont le parcours et les convictions ne laissent personne indifférent. Son style vestimentaire entre cravate et béret reflète à lui seul sa singularité, un mélange d'élégance et d'authenticité à son image. Passionné d'automobile et de tennis, derrière les passions, il y a aussi un vécu, des épreuves et des enseignements. Le harcèlement scolaire a marqué son histoire, forgé son rapport aux autres et façonné son regard sur le monde. Un regard qu'il porte aussi sur le journalisme, un métier qu'il perçoit avec une vision bien à lui. De l'automobile à ses parutions télé, de son projet professionnel à sa toute première voiture, il se dévoile aujourd'hui sans filtre. Stéphane Sorando est mon invité. Comment ça va, Stéphane? Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Plaisir partagé, on peut le dire aux gens, on se connaît assez bien. Oui, c'est vrai. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est camarades de classe. Eh oui, 2 ans, ouais, ça va vite. Hein. C'est même notre... Ouais, 2 ans. Oui, 2 ans. oui, 2 ans, ça fait longtemps. Très heureux de te recevoir ici. Moi-même, hein, je suis honoré d'être sur cette table, d'être passé parmi tous ces invités que tu as reçus par le passé, saison 1, saison 2, et franchement, ça fait plaisir. Le plaisir, il est pour moi. Ce que j'ai l'habitude de faire avec mes invités, c'est de leur faire remplir une fiche d'identité. Tu vas pas y échapper toi non plus. Est-ce que tu es prête à la remplir avec moi? Allez, c'est parti. Fiche d'identité. Alors toi, tu es la fiche d'identité numéro 141 069 24, nom, prénom. Je m'appelle Stéphane Sorando. Pseudo? Solitaris. Date de naissance? 15 mars 95. Lieu de naissance? Paris 18e. Profession? Journaliste. Passion, hobby? Automobile, sport, mais surtout tennis en particulier. Citation préférée? Citation préférée. Ou une phrase de tes parents qui t'ont marqué? Ah ouais, une phrase de mes parents qui m'ont marqué. Oh, c'est corsé ça comme question pour commencer. Il faut... Alors, comment est-ce que je disais ça? Ah zut, j'avais une citation en tête, mais ouais, c'est plus personnel. Ma maman me disait I dormi, Mounlaki Antelea, yo déjà arrivé. Voilà. En gros, qui veut dire va te coucher, demain est un autre jour. Ceux qui sont à la télé sont déjà arrivés. Toi, tu n'es pas encore à la télé. Et c'est un dialecte de quel C'est du créole. C'est du créole. Et toi, t'es martiniquais. On reviendra sur tes origines un peu plus tard. Lieu de résidence? Vers-sur-Marne. Ouais, il habite loin, il a mis du temps à venir. Il a mis du... Oui, j'ai mis du temps, ouais. Réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, oui, je suis un boomer, mais surtout sur Twitter et sur Instagram. Tu le disais, ton surnom c'est Solitaris. Ouais. Pourquoi Solitaris? Eh bien, ce pseudo, il existe depuis la fin de la 3e, puisque quand j'étais au collège, c'était le collège de manière générale, hein, de la 6e à la 3e, c'était une période extrêmement difficile de ma vie. Et j'avais pas forcément beaucoup d'amis, et ceux que je fréquentais me faisaient des crasses, étaient assez mauvais sur le plan humain à la fin, et je m'en rendais compte par la suite. Et j'ai trouvé ce pseudo de Solitaris qui a rapport avec solitaire, puisque petit à petit je me suis affranchi des autres pour me forger ma propre carapace et avancer seul. Voilà, ça m'a valu tout mon parcours que j'ai aujourd'hui. Ce pseudo me poursuit depuis 15 ans. On reviendra sur cette période collège, cette période compliquée comme tu nous le disais. Mais d'abord, est-ce qu'on peut parler de ton enfance? Tu disais que tu es né dans le 18e. Oui. Tu as grandi entre Stains et Villiers-le-Bel, si je dis pas de bêtises. Comment elle se passe, l'enfance de Stéphane? Eh ben, c'était une enfance formidable, puisque j'ai commencé par Stains les toutes premières années, de 0 à 3 ans, avec ma maman et ma grand-mère. Ma grand-mère qui s'occupait de moi pendant que ma maman allait au travail en tant que factrice à la poste. On ne s'invente pas, hein, le cliché antillais. Et après, passer cette période-là, je suis parti à Villiers-le-Bel dans le 95, dans une zone un peu résidentielle qui est accolée à un bâtiment. Voilà, c'est assez spécial, mais en gros, oui, quand je dis que mon enfance était formidable, elle était vraiment formidable à ce point-là, puisque c'est là que j'ai connu les premiers copains, c'est là que j'ai connu les premiers jeux qu'on faisait. Par exemple, on sortait au foot, faire le fameux 180, le 360, le prisonnier. Tous les week-ends, lorsqu'il faisait beau, on se réunissait dans la fameuse cité en question qui s'appelle la cité Bonne Nouvelle, si j'ai de bonne mémoire, où là, vraiment, tout le monde s'amusait, de tout âge. Ceux qui savaient jouer au foot, ceux qui savaient pas jouer au foot, ils regardaient et ils apprenaient et tout. Et puis par la suite, on passait toute la journée dehors dans une super ambiance. Il y avait de tout. Il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, il y avait des Antillais. Il y avait des Blancs qui étaient là aussi, des Français qui étaient bien intégrés aussi parmi nous. Vraiment,
ce que je retiens de cette période-là, c'est que clairement, en termes de valeurs, ce que ça m'a apporté, c'est la loyauté, la tolérance et le respect. Le respect des grands, le respect des anciens. Et vraiment, j'ai appris ça durant toute cette période. Voilà. Et ta relation avec ta maman, tu le disais, t'es élevé par ta maman et ta grand-mère, c'est ça? C'est ça. C'est quoi ta relation avec ta maman? Est-ce que t'as des frères et sœurs, fils unique? Alors, je suis fils unique. Ok. Je suis fils unique. J'ai été, on va dire, c'était assez particulier, comme j'ai dit, hein, vu que ma maman travaillait la journée, elle revenait le soir pour me donner à manger. Pendant ce temps-là, c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi et c'était vraiment une paix à son âme. C'était vraiment une super personne. Elle était gentille, adorable. Si je pouvais quitter la pièce, elle était pas bien, du coup je restais dans la même pièce avec elle. Enfin vraiment c'était un vrai plaisir. Et puis par la suite, ma grand-mère a quitté ce monde en 2001. J'avais 6 ans. Et c'est ma maman qui a pris la suite, étant donné que mon papa, lui, il est rentré définitivement en Martinique pour des raisons professionnelles. Et du coup, c'est ma maman qui m'a élevé jusqu'à aujourd'hui. Un rapport extrêmement fusionnel, puisque on a tout traversé ensemble, les galères, on a eu des victoires ensemble, on a eu de grosses galères ensemble, on a déménagé à plusieurs reprises, on a connu des parcours de grosses difficultés et à chaque fois on a su s'en relever et aujourd'hui on est plus que soudés quoi. On est vraiment plus que soudés. Et c'est quoi le trait de... Tu le disais, ta grand-mère c'est une femme extrêmement gentille, adorable, paix à son âme. C'est quoi le trait de caractère que tu retiens de ta grand-mère ou de ta mère qui a façonné ton enfance? Est-ce qu'il y avait une attitude, un mot, une phrase, une gimmick qu'elles avaient l'une ou l'autre ou les deux qui t'a marqué et qui te marque encore aujourd'hui? Concernant ma grand-mère, c'est vrai que j'ai quelques souvenirs, mais c'est pas autant que ce que j'ai avec ma maman. Mais avec ma grand-mère, par exemple, elle était très gentille, elle passait son temps à sourire, elle passait son temps à me câliner, elle passait son temps à faire de façon à ce que je sois bien au chaud, même si elle, ce n'était pas forcément le cas pour elle. Et puis, voilà, il y avait un rapport de confiance en fait mutuel entre ma grand-mère et ma maman, puis ma grand-mère et moi par la suite, qui fait que j'étais pas dans un environnement où je faisais des bêtises quoi. C'est-à-dire que si je faisais des bêtises, je prenais des coups, l'ancienne éducation, hein, voilà. Mais j'étais pas un enfant méchant. De manière générale, j'étais pas un enfant méchant, j'étais pas un enfant turbulent. Je vivais comme un enfant normal qui dérangeait pas grand monde, mais qui croquait la vie à pleines dents, qui passait son temps à sourire. Et ça c'est vrai que ça faisait plaisir à ma grand-mère, ouais. Pour le coup. Et concernant ta maman, un trait de caractère qu'elle avait en particulier Concernant ma maman, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, ma maman, c'est ce qu'on appelle en Martinique enfant potomitan. C'est-à-dire que elle m'a élevé seule, elle a traversé les plus grosses difficultés de la vie seule, mais elle a toujours su faire face, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de sa santé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a inspiré de l'admiration, parce que pour tout ce qu'elle a traversé, voir où elle en est aujourd'hui, je ne peux qu'être fier d'être son fils, quoi. Et là, pour prendre un petit exemple, il y a eu une période où elle travaillait en tant qu'agent de sécurité incendie/pompier, parce qu'elle faisait les premiers secours avant que les pompiers prennent la suite. Elle le fait toujours, mais dans un autre bâtiment, bref. Et à cette période-là, justement, elle s'occupait de la sécurité des plateaux télé, c'est-à-dire que elle pouvait travailler sur des plateaux comme sur M6 avec Marc-Olivier Fogel, de mémoire, qui faisait une émission, qui veut gagner des millions aussi sur la une avec Jean-Pierre Foucault. Il y avait... pas mal de jeux télé, principalement des jeux télé 1 contre 100, Money Drop, etc., des anciennes émissions principalement passées sur TF1. Et grâce à ça, elle a pu me faire découvrir le monde de la télé lentement mais sûrement, alors que voilà, c'est son boulot quoi. Mais malgré ça, elle m'a fait découvrir énormément de choses, alors que le public n'a pas forcément droit quoi. Et ça, c'est un truc que je me dis, avoir le cœur sur la main à ce point-là, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel comme qualité à transmettre à son enfant. Trait de caractère, donc, la générosité de ta maman. On a parlé de ta grand-mère, ouais. De ta maman. Tu te dis, tu as été élevé par ces deux femmes, les deux dans un premier temps, puis ta maman dans un second temps. Quelle est ta relation avec ton père, lui qui part en Martinique pour des raisons professionnelles? Quelle est ta relation avec lui? Est-ce que quand tu étais plus petit, il y a eu ce manque ou pas? Est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, concernant mon père, c'est
plus compliqué dans le sens où lui, il venait de manière très périodique en France, puisque bon, il s'est installé en Martinique définitivement. Mais quand il venait en France pour voir la famille et principalement en fin d'année, puisque c'était à cette période que tout le monde était réuni. Et moi, je me souvenais, j'allais du coup voir ma tante du côté de mon père à Sarcelles, aux Flanades. Pour passer alors peut-être pas forcément Noël, mais pour passer pas mal de repas en famille, être gardé de temps en temps, puis ensuite que mon père s'occupe de moi, qu'on passe du temps ensemble et tout. Et effectivement, ouais, c'était une période assez bizarre dans le sens où il était pas si présent que ça. Si on prend un peu de recul, il était pas si présent que ça au niveau éducationnel, mais je garde quand même un très bon souvenir parce que c'est lui qui m'a initié au football et au Paris Saint-Germain, parce que je suis fan du PSG depuis l'âge de 7 ans. On a tous des défauts, Stéphane. Ok, il y a ensuite la période de l'école. T'étais quel genre d'élève déjà, avant qu'on arrive au collège, qui est la période un peu compliquée de ton parcours? En élémentaire, t'es quel genre d'élève? Est-ce que t'as des souvenirs? Est-ce que ça travaille pas? J'ai de très très bons souvenirs de ma primaire. À l'école Marie Curie, à Villiers-le-Bel. J'ai fait du CP au CM2 et toujours dans cette prolongation des valeurs que j'avais dans mon quartier, à savoir de respect, de loyauté, de tolérance. J'ai vécu toute cette partie de la primaire avec plein de bons souvenirs. Je connais quasiment tous mes camarades de tête que j'ai depuis le CP. Je sais ce qu'ils ont fait, je sais où ils en sont et ils gardent tous un bon souvenir de moi, je pense, j'espère. Enfin, moi, je garde un très bon souvenir d'eux parce que voilà, c'était une super période. Ça travaillait, ça bavardait beaucoup, ça se chamaillait beaucoup, mais... T'as pas changé, ils bavardent toujours autant. Ouais, on se refait pas. On se refait pas, mais ouais, non, ça travaillait. Puis moi, faut savoir une chose, c'est que j'étais dans la compétition, mais c'était une compétition saine. C'est-à-dire que on s'entendait tous très bien, on avait tous une très bonne entente, même les nouveaux qui arrivaient, ils étaient très rapidement et très facilement intégrés. Mais moi, mon défi, c'était d'être forcément le premier, celui avec la meilleure note au contrôle, celui qui donnait la petite anecdote en plus, qui gagnait les concours et tout, mais de manière très saine. On n'en était pas encore à se tacler ou autre, comme on peut le faire malheureusement aujourd'hui. Et malgré ça, je faisais des top 3, j'avais quelques facilités à l'école puisque j'apprenais mes leçons à l'école, un tout petit peu à la maison, mais ça me suffisait pour avoir entre 17 et 19 de moyenne. Voilà, ce qui peut voilà, frustrer certains qui passent leur temps à réviser puis qui ont un peu moins. Ça a été mon cas par la suite, vous verrez plus tard. Et du coup, cette facilité m'a permis de me faire des amis, d'être intégré pour ce que je suis. Et ça, c'était juste exceptionnel, quoi. Arrive ensuite la période du collège. T'arrives au collège et c'est là où la bascule elle se fait, où tu tombes dans la raillerie, la moquerie, c'est là où t'es harcelé par tes camarades, et c'est surtout pour ça aussi que je t'ai invité aujourd'hui, qu'on parle bien de cette période-là et qu'on soit en longueur dessus, parce que c'est un sujet aujourd'hui, le harcèlement, qui est un sujet national, c'est un sujet dont tout le monde parle et c'est un sujet important parce que malgré les préventions, c'est quelque chose quand même qui reste encore très présent, même si peut-être que maintenant il est un peu plus insidieux qu'à l'époque. Toi, quand tu arrives au collège, comment il se déclenche déjà ce harcèlement et comment ça se passe quand tu arrives en 6e? Est-ce que c'est directement que tu es harcelé ou il y a un temps avant que ça arrive? Disons que c'était très brutal. C'était très brutal. Moi, je me souvenais, j'arrivais au collège avec mes certitudes d'enfant d'école primaire. J'avais quelques peurs parce qu'on n'arrêtait pas de dire à l'école, voilà, là vous êtes à l'école primaire, mais au collège ça va pas se passer comme ça, on n'aura plus les profs avec vous. C'est vrai qu'il y a cette pression déjà mise par le corps professoral dès l'élémentaire qui nous fait comprendre qu'on va passer dans autre chose au collège. Tout à fait. Et moi, je venais, malgré tout avec mes petites certitudes, j'avais un cartable à roulettes. Oui, je sais. Oui, non, mais je le dis parce que ce cartable à roulettes a été le premier déclencheur de harcèlement que j'ai subi au collège, en 6e. Donc, premier jour, ça commence à se moquer de moi. Bon, je passe outre parce que, c'est pas un truc de fou, quoi. On était 2 dans la classe à avoir un cartable à roulettes, tous les autres avaient un sac. Bon, on passe à autre chose et puis c'est tout, quoi.
Et je ne savais pas que ça allait être le premier déclencheur de raillerie, de moquerie, sachant que pareil, je conservais mes facilités d'apprentissage déjà eues en école élémentaire. J'apprenais mes leçons en classe, j'apprenais un petit peu à la maison, mais je savais que en faisant ça, bah, j'allais avoir minimum 16, minimum 17. Et puis bah, ça a commencé. Des moqueries, aux railleries, on passe au petit tacle physique, on passe au sac qui finit à la poubelle, à ma trousse qui finit vidée, à mes affaires qui sont volées, aux moqueries, railleries par rapport à ma tenue vestimentaire. Bon, j'étais pas habillé comme aujourd'hui, mais voilà, y en a qui portaient à l'époque, moi je connaissais pas l'histoire des survêts de jogging, je connaissais pas ce côté dur de la rue, à savoir bah c'est la guerre quoi. C'est vraiment c'était la guerre, c'est croque où tu finiras croquer quoi. Et moi j'étais pas dans ça, je ne maîtrisais pas du tout ce milieu-là et je me suis retrouvé face à 3 mecs qui m'ont rendu la vie extrêmement dure tout au long de la 6e, puisque bah, étant donné que moi je suis quelqu'un d'honnête, lorsqu'il se passe quelque chose de grave, je m'en vais me plaindre, non, mais je m'en vais signaler ça au CPE qui pourrait se charger de, etc., etc. Et tout de suite après, pareil, je ne le savais pas, l'étiquette de balance m'a été collée à la tronche. Et parmi ces 3 mecs, on ne citera pas son nom, c'est quelque chose qu'on ne citera pas, mais il y a quelqu'un de très connu qui aujourd'hui est très très connu. Oui. Mais tu le dis, il y a des bousculades, il y a des petites insultes, des mots par-ci, par-là. T'en parles au CPE, mais est-ce que quand tu rentres à la maison, t'en parles aussi avec tes parents? Ouais. Ou ah oui, qu'est-ce que tu dis à ta mère? Qu'est-ce qu'elle te répond? Ah, j'en parle avec ma mère et tout, parce que moi j'étais déjà sensibilisé à tout ce qui est harcèlement. Lorsqu'il se passe quelque chose de grave, tu vas en parler à un adulte. Moi j'ai toujours gardé cette mantra là. Et ma mère était au courant de ça et elle me disait il faut que tu t'endurcisses, parce que là c'est dur, c'est un autre milieu, etc., etc. Donc je lui dis ok, mais elle me dit quand même un autre truc, c'est que ne réponds pas par la violence. La violence engendre la violence et en général c'est toi qui finis par avoir des problèmes. Et quand on est harcelé, ce qui se passe c'est que on a peur des représailles. Psychologiquement on se met dans une case où on subit, on dit rien, on fait le dos rond, parce que si on répond on peut on peut avoir des représailles qui viennent même de l'extérieur. On ne sait pas à quoi s'attendre étant donné que le collège en question, c'est un collège en ZEP. C'est un collège en ZEP, collège Martin Luther King. Et il se trouve que ce collège-là se trouve à 2 kilomètres d'une cité extrêmement difficile qui s'appelle la Cerisay. Et il y avait pas mal de jeunes qui sortaient de la Cerisay pour aller au collège Martin Luther King. Et moi, j'étais terrifié de ça, j'étais terrorisé de ça. C'est-à-dire que si je répondais, dans ma tête, si je répondais, je signais mon arrêt de mort et je pouvais me faire retrouver dans la rue, me faire agresser, pire encore, quoi. Et ça m'a vraiment, vraiment conditionné. Donc voilà, c'était très difficile. Ça va aller loin parce que tu le dis, t'en parles au CPE, t'en parles à ta maman. J'en parle au principal. T'en parles au principal, mais tu vas quand même changer 3 fois de collège en 4 ans. Je vais changer 3 fois de collège. Il n'y a pas de mesure qui est prise par le personnel éducatif. Aucune. Et c'est ça qui va me révolter par la suite, me donner une certaine flamme par la suite, parce que comme j'ai dit, je venais avec toute mon innocence quand je suis arrivé en 6e, et de voir que j'arrive dans un autre monde, dans un établissement qui est 3 fois plus grand, avec des adultes qui sont dépassés par les événements. Moi, je me retrouvais vraiment terrorisé. Hein. Je finissais mes cours presque en larmes, ou alors je séchais les cours, ou alors je m'échappais de certains cours parce que j'avais peur des représailles à force d'être insulté, traité de balance, parce que ça, faut pas croire. Hein. On peut se moquer de ce truc-là, mais quand ça va jusqu'à se faire menacer physiquement, c'est très grave. Est-ce que tu as des exemples concrets, par exemple, de menaces physiques ou verbales de personnes qui viennent te voir parce que dans leur tête, en tout cas, t'es une balance. Ouais, j'ai des croche-pattes qui se font dans des endroits où personne ne voit. J'ai des coups de poing qui sont balancés dans des endroits où personne ne voit. J'ai des coups de pression physique où vraiment on me pousse à plusieurs reprises, où je tombe et où personne ne me voit. Donc toutes ces situations où je me retrouve à 3 contre 1 systématiquement. Au début c'était 2 contre 1, puis c'est passé à 3 contre 1. Toutes ces situations ont fait que par la suite, même si je cherchais à me révolter, on me faisait comprendre que non, si tu réponds, t'auras affaire à quelqu'un d'autre de plus fort que moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment terrorisé et qui a fait que j'ai quitté l'année en cours.
Moralité, le harcelé finit par quitter son environnement alors que c'est le harceleur qui doit prendre, qui doit être sanctionné. Et ça a déclenché une grosse flamme en moi pour la suite parce que le phénomène pas de vague, comme on peut en parler depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, il commence là, hein, le phénomène du harcèlement scolaire. Là, il y a pas longtemps, le fameux petit Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé parce que harcelé à l'école. Moi, ce schéma-là, je l'ai vu, je l'ai subi. Et c'est un schéma qui me révolte aujourd'hui parce que c'est toujours le même système, c'est-à-dire que l'enfant se suicide, les parents sont démunis après avoir parlé des dizaines et des dizaines de fois avec le principal, parfois avec les parents d'élèves concernés, mais malgré ça, rien n'est fait et l'enfant finit par passer à l'acte, les parents se retrouvent sans leur enfant à cause d'une négligence générale liée à la cellule éducative de l'établissement en question, liée au rectorat en question qui n'a pas pris les mesures à temps, qui a préféré plutôt mettre ça sous le tapis plutôt que de réellement prendre des sanctions. Et quand je parle de sanctions, c'est pas 3 jours d'exclusion, c'est pas une semaine d'exclusion. Quand c'est un phénomène comme ça, c'est exclusion immédiate. Dans ce que j'aurais aimé voir, c'est exclusion immédiate. Et ce genre de schéma-là, où on voit les élèves passer à la caméra, dire ouais, c'était quelqu'un, il était sympa, on l'aimait bien, mais voilà, il n'était pas méchant. Le fait de voir ce phénomène-là le lundi et puis le mardi, on repart tout de suite après, comme si de rien n'était. Eh ben moi, c'est un schéma complet que j'ai subi. Et Dieu merci, je ne suis pas passé à l'acte, mais qui me révolte aujourd'hui. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que c'est... J'y ai pensé, ouais. J'y ai pensé parce que je me suis évanoui une fois, évanoui de fatigue, évanoui de stress, évanoui de pression devant ma mère. Première fois que ça m'arrivait de m'évanouir devant ma mère. Quand elle a vu ça, elle a vu rouge. Elle a vu rouge, elle a pris les devants, elle a été à l'école, elle a engueulé la CPE, elle a engueulé le principal adjoint, elle a engueulé la principale de l'époque. Elle a réussi à avoir le contact avec l'élève en question et elle lui a passé un énorme savon. Et parti de là, moi-même j'ai pris un savon parce que elle me dit à un moment il faut que tu te défendes, je serai pas toujours là. Et après ce passage-là, c'est là que j'ai quitté définitivement cet établissement. Mais tu vas quand même changer 3 fois de collège en 4 ans. Est-ce que collège Martin Luther King, Philippe Auguste à Gonesse, Jean-François Eben dans le 12e, est-ce que le schéma il se répète à chaque fois que tu changes de collège? Alors, j'ai échappé à ce phénomène de harcèlement direct que j'ai subi en 6e, mais il se traduisait sous d'autres formes. C'est-à-dire que j'avais des bonnes notes, donc j'étais ostracisé. Okay. Je parlais pas forcément le même langage que tous les autres. J'avais un français un peu plus développé, j'étais mis de côté. Je faisais pas forcément les mêmes loisirs que les autres, j'étais mis de côté. C'était plus là-dessus que ça commençait, et c'est là aussi que j'ai commencé à ne plus prendre sur moi, mais à me forger ma propre carapace aussi, par le sport, puisque j'ai fait la rencontre d'un homme exceptionnel au basket qui s'appelle Monsieur Trindade, qui m'a donné mes premiers entraînements de basket et qui m'a donné des valeurs de leadership, de cohésion d'équipe, d'esprit d'équipe, toujours se défoncer pour son camarade, peu importe ce qu'il est, peu importe d'où il vient, pour atteindre un même objectif, celui de la victoire. Et ça m'a donné, c'est la première personne qui m'a donné confiance en moi à ce sujet. Donc je l'en remercie encore aujourd'hui. Et en plus, c'est un super coach parce que cette année-là, on a remporté le championnat régional UNSS. Donc vraiment, excellent moment avec lui. Et par la suite, la 5e, la 4e que je redoutais déjà depuis la primaire. La 4e, pareil, hein, je parlais pas forcément le même français que tous les autres, j'étais mis de côté. J'avais mon premier crush, on peut le dire aujourd'hui, premier râteau, un râteau qui s'est mis, qui a été fait devant toute la cour. Donc un moment extrêmement dur à vivre, donc humiliation totale et tout. Et pareil, je me suis servi de ça pour me forger ma propre carapace par la suite, notamment par le futsal, où là aussi c'est le sport qui me sauve. Quand ça va pas, c'est le sport qui me sauve. Et le futsal, j'ai un souvenir, j'ai une anecdote là-dessus. Quelques jours après ce truc-là, j'ai participé à un match de futsal avec ma classe et j'étais au goal. Faut savoir que le poste de gardien de but, c'est mon poste à la base. Je fais une boulette dans ce match. Je me fais huer par toute l'assemblée. Je change de poste, je passe sur le terrain parce que j'en pouvais plus de subir des huées dans tous les sens. Je marque un but.
Et là, cette fois-ci, des huées, on passe au hurlement de joie et des railleries, des moqueries, on passe aux félicitations, à l'admiration, au respect. Comme si j'avais gagné le respect de ma classe. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que il suffit de pas grand-chose pour basculer d'un point à un autre. Mais vraiment, une fois de plus, c'est le sport qui me sauve. C'est le sport qui devient ton exutoire. Voilà, c'est le sport qui devient mon exutoire face au quotidien qui était mais vraiment insupportable parce que je pouvais pas, j'arrivais pas à vivre en fait, à me dire que je passe l'essentiel de ma scolarité en étant tout seul. Les gens qui viennent me voir, c'est uniquement parce que j'ai des facilités. C'est pas pour ce que je suis, c'est parce que je bosse bien à l'école. Tu connais la réponse à tel contrôle. Tu connais c'est quoi ce truc là. Voilà. À un moment donné, tu dis oui, tu réponds une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça t'emmerde. Et après, tu réponds plus. Et vu que tu réponds plus, ces gens-là te mettent de côté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai effectivement très mal vécu et durant tout le collège. On arrive au lycée. Comment ça se passe le lycée? Pareil, le lycée, tu vas faire 2 lycées en 2 ans. Ouais. Maurice Ravel dans le 20e et Dorian dans le 11e. Pourquoi il y a ce changement de lycée-là? Du collège au lycée, toi, tu choisis quelle filière? Tu sais, on a le choix général, pro. Toi, tu choisis quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est imposé, pas imposé? Est-ce que c'est dû à ce que tu as subi? Alors là, c'est un autre contexte, puisque je change de ville, je viens dans Paris, puisque j'ai traversé, avant d'arriver à Paris, j'habitais au Tilllet, donc à côté de Goussainville, une fois de plus, une commune bien de chez nous, à côté l'Île-de-France. J'arrive à Paris, dans le 12e, c'est un nouvel environnement. L'agitation permanente, vraiment c'est pas le stress, mais voilà, ça bouge tout le temps, ça s'arrête jamais, de jour comme de nuit. Et j'arrive à Maurice Ravel. Faut savoir qu'à la base, moi je voulais intégrer l'école Boulle parce que mon objectif depuis tout petit, c'était mon rêve de gosse, c'est d'être designer automobile. Donc dessiner des voitures, je regardais déjà des reportages à la télé, vraiment c'était quelque chose que je voulais faire, c'était écrit dans ma tête, c'était designer automobile, pas autre chose. Du coup je m'étais déjà renseigné en amont sur les écoles qui permettaient d'apprendre à dessiner et l'école Boulle était l'établissement le plus propice à pouvoir m'accepter, puisqu'en plus là où j'habitais, l'école Boulle c'était à 200 mètres de chez moi, littéralement. Et malheureusement ça ne s'est pas fait, puisque au collège Euben ils n'ont pas fait le nécessaire. Il y avait 3 élèves qui étaient pressentis pour aller à Boulle, dont moi. Et ils ont préféré prendre le moins bon bulletin, alors que j'avais le meilleur bulletin. Ils ont préféré prendre le moins bon bulletin pour intégrer Boulle en prenant un seul des 3 élèves. Donc moi je le vis très mal, mais je me sers de ça en me disant bon c'est pas grave, je vais dans un lycée général, si ça se trouve je vais apprendre pas mal de choses. Le lycée, ça a été une super période. À Ravel, j'ai passé, c'est aussi un regret dans mon parcours scolaire, parce qu'à Ravel, c'est là où j'ai été pleinement intégré pour ce que je suis, pour la première fois de ma vie. Peu importe ce que je portais, peu importe ma façon de parler, tous les élèves de la classe étaient intégrés. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Par rapport au collège où voilà, je disais un mot, hop, c'était cette fameuse pression sociale. Là, je ne l'avais quasiment plus à Maurice Ravel. On faisait du sport tous ensemble, on allait manger tous ensemble. Vraiment un quotidien que j'aspirais, que je voulais avoir depuis le collège et que j'ai eu au lycée. Et c'était une super période. Malgré ça, j'ai décidé de quitter Ravel parce que je voulais rester conforme à mon projet professionnel de l'époque dans le design automobile. Et j'ai bifurqué donc à Dorian, vu que j'avais pas la possibilité d'aller à Boulle. J'ai bifurqué à Dorian qui me permettait de faire un bac STI 2D, donc sciences techniques de l'ingénieur et du développement durable, en spécialité génie mécanique. Donc je pouvais apprendre la 3D, je pouvais me faire du dessin, je pouvais tout ce qui était engrenage, tout ça. Bon voilà, c'était extrêmement technique. Ça m'a pas servi des masses aujourd'hui, mais quand même, j'ai quand même fait une formation approchante. Mais oui, c'était assez difficile. Je reconnais que le passage à Dorian était assez difficile parce que ce que j'ai vécu à Ravel, c'était vraiment fort sur le plan humain. Je ne l'ai pas retrouvé à Dorian. T'obtiens ton bac. Ouais. À la fin, ça se finit. Pardon, ça se passe bien. C'est quoi la suite après le bac? Il y a une licence en design, transport et mobilité. Alors, pas tout à fait, parce que ça, j'aurais aimé intégrer justement une école comme ça dès le bac, mais ça ne s'est pas fait. J'ai donc décidé d'aller dans une école qui s'appelle Autographe, l'école Autographe qui est à Montreuil, où j'ai pu faire une mise à niveau en art appliqué. Donc là, j'ai pu apprendre à dessiner, donc modèle vivant. Donc j'ai fait du modèle vivant, j'ai fait de l'architecture, j'ai fait du graphisme, j'ai fait du maquettage, voilà, j'ai pu apprendre à toucher des logiciels qui me faisaient très peur à l'époque comme Photoshop, mais que j'ai appris
avec un grand bonheur à manipuler. C'était une période qui était difficile parce que c'est là que c'est là que j'ai expérimenté les premières nuits blanches pour travailler. Fallait faire des dessins, fallait faire des maquettes, fallait être bon dans ce qu'on proposait. Quand on cherche à être bon dans ce qu'on veut faire, on se met la pression. Donc on passe plus de temps, donc on fait des nuits blanches et ouais, c'était un quotidien assez difficile, mais plus sur le plan humain, sur le plan professionnel, de ce qu'on attendait, des types de dessins, types de rendus, etc., etc. Et ça va jusqu'où cette pression que tu te mets, elle va jusqu'où? C'est où que ça s'arrête? Eh bien, cette pression s'arrête à la fin de ma 4e année à Créapol. Parce que j'étais sur le point de toucher au but de ma vie, à mon rêve de gosse, qui est entrer dans un bureau de style en design transport. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que je me suis mis tellement de pression que je ne rendais pas les rendus à temps et les rendus que je donnais aux professeurs n'avaient pas forcément le niveau escompté. Les idées étaient là, le cheminement intellectuel était là, mais le rendu n'était pas assez qualitatif. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, à tel point que je me suis retrouvé pendant 3 mois avec la classe d'en dessous pour rattraper mon retard. À cause, il y a une personne qui n'arrivait pas à placer mon portfolio. On a dit, vu qu'elle ne peut pas placer mon portfolio, on va la garder à l'école pour qu'elle puisse rattraper son retard. Et cette période-là m'a permis d'évacuer la pression un tantinet. J'ai pu rattraper mon niveau, j'ai pu être plus à l'aise avec le dessin, j'ai pu être plus ami avec mon crayon. Et malgré ça, j'ai pas tenu la distance. À la fin de ma 4e année, j'étais épuisé dans tous les sens du terme. J'ai fait un burn-out. Épuisé physiquement, mentalement, financièrement. J'avais même impliqué ma mère dans le lot avec le fameux matériel qui coûte extrêmement cher. C'était extrêmement compliqué. Du coup, j'ai eu ma licence. Pas de problème, parfait. Je suis content. Mais je passe à autre chose. Et c'est là que je me retrouve à 0. Parce que le diplôme en question, c'est pas un diplôme qui est reconnu. C'est un diplôme qui est reconnu par l'État, mais c'est pas un diplôme qui est. C'est pas comme. Permet de t'ouvrir les portes du métier. C'est ça. Est-ce que tu consultes à ce moment-là? Tu le dis, il y a un burn-out. Est-ce que tu vois un psy? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Comment ça se passe? Eh ben, bizarrement, mon psy, si je puis dire, c'est plutôt un exutoire. Une fois de plus, on va revenir avec le sport. Puisque, entre-temps, durant ma formation, en juillet 2015, j'ai fait la connaissance d'une initiative exceptionnelle qui s'appelle le We Are Tennis Fan Academy. En gros... Donc, t'es membre depuis presque... Ça fait combien, 10 ans là? Ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans cette année. Ça va faire 10 ans cette année. Ça passe vite. Ça passe très vite et honnêtement, ça me fout des frissons chaque fois que j'y pense. Mais oui, j'ai répondu. En fait, à l'époque, c'était un concours sur Facebook. Il fallait écrire en quelques lignes qu'est-ce qui te permettait de te dire que toi, t'es le meilleur supporter pour du tennis. À l'époque, ils voulaient changer un peu l'environnement du tennis avec une ambiance. L'ambiance, on la connaît, elle est très feutrée. On se lève, on applaudit quand il y a des beaux points, mais on reste silencieux pendant le jeu. Enfin voilà, c'est très feutré. Et ils voulaient justement changer ça avec apporter plus d'ambiance. Moi, j'ai répondu à ce truc-là, sans forcément m'attendre à ce que je sois pris, parce qu'il y avait déjà pas mal de monde qui avait posté et tout. Mais j'écris quand même un pavé de 12 km. J'écris vraiment, je mets tout ce que j'ai dans le cœur, tout ce que j'ai, toute ma connaissance du tennis et tout. Je mets tout ce que j'ai dans ce pavé-là. Et quelques semaines plus tard, j'apprends que j'ai été sélectionné, parce que j'ai passé le premier cap de la sélection. Et un deuxième cap qui est en fait de montrer à quel point on est un fervent supporter face à John McEnroe. John McEnroe, légende absolue du tennis des années 70 et 80, qui est face à toi, qui on connaît son gros caractère et tout, qui est face à toi. Bon, ça te met un peu la pression. Moi, je donne tout à ce moment-là, mais le serveur plante. Je donne tout, j'ai 30 secondes, je donne tout, mais le serveur plante. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie un mail à l'initiative pour leur dire ouais, j'ai un souci, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et 3 jours plus tard, ils me disent pas de souci, on est au courant, vous n'êtes pas tout seul, du coup, on va vous prendre. Donc moi je suis content. Le cadeau, c'était quoi? C'était un week-end complet, tout frais payé, à Londres pour assister à la rencontre de Coupe Davis entre la Grande-Bretagne et la France. Moi, je suis refait, je suis aux anges, j'ai rien à payer, je pars, je prends l'Eurostar, je vais à Londres, c'est les étoiles dans les yeux. Mais surtout, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai fait connaissance avec des gens qui m'ont, pareil, là aussi, intégré pour ce que je suis. Je suis fan de tennis, je regarde du tennis depuis des heures et des heures. Je suis capable de regarder que ce soit Roland Garros, que ce soit Wimbledon, que ce soit l'US Open avec le décalage horaire, etc., etc. Je regarde et je consomme le tennis à fond. Et justement, ces gens-là m'ont accepté pour ce que je suis. Et ça, c'est très fort parce que grâce à ce groupe, j'ai pu parcourir le monde avec eux.
J'ai pu aller en Espagne, en Italie. J'ai fait l'Allemagne, j'ai fait l'Autriche, j'ai fait la République tchèque. La République tchèque, on était 17. On a fait 1400 km à 17 où on a retourné la salle face à 6500 personnes et tout, à 17. Enfin, c'était un truc de taré. J'ai été jusqu'en Australie avec ce groupe. Où, en 2017, à Lille, j'ai vu les hommes remporter la Coupe Davis. Et en 2019, j'ai vu les femmes remporter la Fed Cup. Donc j'ai traversé le monde grâce à ce groupe-là. Et vraiment, c'était exceptionnel, tant sur le plan tennistique que sur le plan humain, parce que j'ai vécu des choses exceptionnelles et j'ai rencontré des amis pour la vie. Quand je parle de la We Are Tennis Fan Academy, bah, c'est une expérience de vie. Vraiment, on en est marqué, que ce soit par les chants qu'on donne en tribune, les danses qu'on donne en tribune, les scénarios des matchs qui sont complètement fous, ou encore ce qu'on fait à côté avec... Voilà, on allait au bar boire des coups, on allait faire la fête tous ensemble, on avait des privilèges de dingue, on pouvait faire la fête avec les joueurs lorsqu'ils remportaient leur coupe du monde, leur rencontre. Vraiment, j'ai passé sur ces 10 ans, ce sont ces 10 ans, ce qu'on disait au début, ce sont ces 10 ans qui m'ont sauvé, qui ont fait une sorte de thérapie en moi. Ça a été ça ça a été ça psychologue. Voilà, mon psy, entre guillemets, ça a été la We Are Tennis Fan Academy. Il y a un autre point important, c'est le Covid. Oui. Covid qui a fait prendre du poids à certains, a fait perdre des cheveux à d'autres. On a mis certains en dépression, mais pourtant ça va être tout le contraire. Le Covid, ça va être... Alors le Covid, tu dis l'une des plus belles périodes. Bizarrement, oui, parce que c'était extrêmement dur cette période pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde, pour tous mes potes. Je voyais des messages catastrophés dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Et... C'était chaud le Covid, j'ai pris 15 kilos. Non, c'était très compliqué, c'était très très compliqué. Et à cette période-là, justement, j'avais déjà entamé une première partie de mon projet professionnel dans le journalisme. J'étais déjà correspondant local de presse pour La Marne, en rubrique Et comment sport. d'ailleurs ça vient, qu'on essaye de raccrocher un peu les trains, comment ça vient cette passion pour le journalisme après Alors, pour le journalisme, en fait, j'avais déjà fait des stages par le passé, pendant ma formation en design transport. J'ai commencé mon premier stage à l'âge de 18 ans dans un média qui s'appelait Autodéclic, à 18 ans, donc j'ai fait 4 mois là-bas, ça s'est très bien passé, c'est là où j'ai appris à écrire mes premiers articles, à avoir mon nom, mon prénom affiché sur le net. Et par la suite, j'ai continué à faire des stages, le Nouvel Automobiliste, le blog auto.fr, vraiment des sites qui m'ont formé à écrire, qui m'ont aidé à communiquer ma passion, qui m'ont aidé à me faire ma plume sur le net. Et par la suite, étant donné que la partie design c'était fini, il fallait que je trouve autre chose, mon plan B qui était le journalisme est devenu mon plan A. Donc, partie de là, c'est pour ça que j'ai dit qu'à la fin de la 4e année à Créapol, je suis reparti de zéro. Le zéro, il commence à la mission locale du bassin chélois, dans le 77. Et je peux vous dire que sans eux, je serais mission pas locale, là. Ça sauve des gens. Les jeunes pour les jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent, où la mission locale, c'est un peu vu comme l'endroit des cassos, où on y va quand on n'a pas... la mission locale, la mission locale sauve des vies, entre guillemets, et crée des vocations. C'est important de le dire. Clairement, franchement, je le dis, la mission locale, je précise, vraiment, la cellule de la mission locale du bassin chélois, j'ai pu tout connaître grâce à eux. Mon premier job, en tant que réceptionniste dans un centre de sport, on en reparlera plus tard, la garantie jeune, qui n'est plus nommée Garantie Jeune aujourd'hui, mais bref, la Garantie Jeune, en fait, c'était une initiative qui permettait à des jeunes entre 18 et 25 ans de découvrir la vie, littéralement, c'est-à-dire qu'il y avait des ateliers qui étaient faits avec tous une les aide jours. financière qui pouvait aller jusqu'à 500 € selon les moyens. Tout à fait. J'ai goûté. Non, mais bien sûr, franchement, c'est moi perso, ceux qui bénéficient de la Garantie Jeune, moi, honnêtement, je le dis, c'est la première porte vers le. Je crois que maintenant c'est l'engagement jeune, un truc comme ça. Voilà, c'est différent. C'est tout à fait différent. Et dans cette cellule, c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup de fierté, il y a une personne qui est le directeur qui m'a donné le contact du rédac-chef, de la rédac-chef de l'époque, de la rédac-chef de la Marne, parce que j'avais déjà exposé mon projet pro sur le journalisme avec eux, et j'aurais dit, voilà, je veux travailler là-dedans, je veux me faire ma première expérience là-dedans. Le gars me dit, tiens, prends cette carte, tu appelles de ma part, et tu exposes ton projet pro à cette personne. Ok, très bien, pas de souci. J'appelle, et la personne ne me prend pas au début, parce que il y avait pas mal de changements, je ne le savais pas à l'époque. Mais cette même personne me rappelle 2 mois plus tard, et me dit, oui, bonjour, vous m'avez appelé, vous auriez souhaité travailler avec nous en tant que correspondant, est-ce que vous êtes toujours intéressé ? Je dis oui, toujours. Et là, la machine s'enclenche. Je deviens correspondant local de presse en rubrique sport, et c'est là que je fais mes premières expériences journalistiques dans le football,
Je couvre du football, je couvre du rugby, je couvre du tennis, je couvre du handball, je couvre du basket. Je vais sur place, je fais des photos, je fais des interviews, je casse un petit peu ce blocage d'aller vers l'autre que je ne connais pas. Je sors de ma zone de confort à chaque rencontre. Donc je fais des photos, je fais des comptes rendus complets, je fais des statistiques, je récupère des réactions. Enfin vraiment, je me mets dans le grand bain, j'apprends. C'est le terrain qui m'a appris les bases du métier. Et justement, à ce moment-là, il faut savoir que quand on est correspondant local de presse, c'est un complément de salaire. C'est pas un salaire. Tu gagnes pas vraiment ta vie. On gagne pas sa vie. Pour moi, j'ai eu l'occasion de vraiment pousser ça jusqu'au bout. Il fallait que je fasse 8 articles dans le mois pour toucher à peine 110 euros de gratification. Ouais, c'est rien du tout. Pas cher l'article. Voilà, ça vaut pas cher l'article. Mais malgré ça, j'ai quand même pu, ça m'a apporté bien plus que ça. Ça m'a apporté mes premières expériences. J'ai pu donner des interviews. Je savais pas faire ça avant, je savais pas comment m'y prendre. J'étais tremblant, hein. Franchement, j'étais vraiment tremblant à l'époque. J'avais du mal à aller vers les gens. Et par la suite, moi, je savais que je regardais pas l'argent. Sauf qu'à un moment, comme j'ai dit, le Covid arrive, j'avais plus de sous. J'étais vraiment broke as fuck, comme dirait l'autre. Vraiment, j'avais plus de sous, j'avais plus de thunes, c'était vraiment la merde. Donc je cherchais absolument un taf pour me raccrocher à ce que je pouvais. Et j'ai trouvé un taf de serveur dans un immense restaurant buffet à volonté. Les premiers jours étaient extrêmement difficiles physiquement, je tenais pas la cadence. J'avais même perdu du poids, j'avais perdu 7 kilos. Parce que le restaurant était vraiment immense, il fallait faire des courses, il fallait guider les clients pour qu'ils puissent trouver leur table, s'asseoir, il fallait débarrasser, il fallait nettoyer les tables, les chaises, c'est extrêmement compliqué. J'ai dit à ma mère, je peux plus, c'est pas possible, je fais 1 mois et après j'arrête ma période d'essai. Et bizarrement, le Covid arrive, on est le 15 mars, c'est le jour de mon anniversaire au passage. Le Covid, on décrète, faut tout fermer. Alors là, je peux vous dire que là, j'étais très content parce que là, j'ai pu me refaire ma santé sur le plan physique en étant à la maison pendant 55 jours, j'ai pas bougé et là, c'était vraiment la plus belle période. J'ai pu m'initier à Twitch, j'ai pu créer ma première chaîne Twitch, j'ai pu créer mes premiers contenus sur Twitch, j'ai pu travailler aussi, continuer à travailler sur Photoshop, à faire des visuels et tout. Vraiment, j'ai kiffé cette période-là parce que c'est vraiment le Covid qui a sauvé mon projet professionnel. Et à ce propos, quelques jours plus tard, je vois qu'il y a une école, tu sais, les fameux contenus sponsorisés sur Insta. Voilà, ceux qui nous polluent toujours, encore et encore 3-4 fois par jour quand on va à ces stories. Venez à nos portes ouvertes. Voilà, exactement. Et je suis tombé sur les portes ouvertes de l'école où je suis, l'école où nous sommes, à l'ISFJ. Institut supérieur de formation au journalisme. Tout à fait. Et je regarde du coup ce live et tout, parce que à l'époque, c'était retransmis en live sur Insta, étant donné qu'il n'y avait pas la possibilité de faire venir des potentiels futurs étudiants. Donc, il passait ça sous Insta, sous la forme d'un live. Et je vois que y a une petite accointance qui se fait et il y a un contact qui sort pendant le live et je me dis mais attends, mais j'ai déjà bossé avec ce gars-là, je connais son média, j'ai déjà bossé avec lui. Il se trouve que le directeur connaît Emmanuel Semo qui est le directeur de VL Media et à cette période-là, VL Media, je venais d'entrer dedans. Wow, c'est dingue. Et c'est ce qui te permet après du coup de rentrer à l'ISFJ. Oui, de faire tes premières classes là-bas. Tu vas être diplômé à l'ISFJ. Ah, il y a même un diplôme qu'on a eu ensemble. J'ai une photo avec moi et Stéphane et un diplôme. Oui, on a une photo ensemble, franchement, elle est pépite. On est diplômés les mecs. Elle est pépite. Ça va t'ouvrir les portes aussi du journalisme, du métier. Ouais. Je commence. Mais ce qui est fou, toi, dans ton parcours, on le disait, ça commence de base designer auto, il y a le harcèlement, il y a tout ça. On l'a pas dit depuis le début de l'interview, mais aujourd'hui, t'es à M6. Ouais. Et ça, putain, qu'est-ce que je suis fier. Comment on rentre, il y a de quoi. Comment on rentre à M6 parce que c'est dingue, il y a M6, il y a ta première carte de presse. Ouais. Parle-nous-en, c'est dingue parce que pour tous ceux qui nous regardent, qui sont peut-être victimes de harcèlement, il y a ceux qui ont malheureusement perdu la vie, qui se sont suicidés, qui ont fait le choix de l'arrêt, il y a ceux qui sont dedans aujourd'hui et qui pensent peut-être à ça, leur dire en fait qu'il y a une issue, il y a une... Ça peut finir positivement et ça doit. C'est même pas que ça peut, ça doit finir positivement. Ça doit finir positivement. Et toi, t'en es la preuve. Aujourd'hui, t'as M6, carte de presse, parle-nous de tout ça. Alors, concernant M6, c'est vrai que c'est très particulier. Quand j'arrive à M6, déjà, il faut savoir une chose, c'est que j'étais en recherche d'une deuxième alternance. La première m'a lourdé de la manière la plus sordide possible.
Mais c'est pas grave, je me sers de ça pour passer outre. En gros, le contrat était de 2 ans, la première année s'est terminée et le directeur a attendu une opportunité professionnelle que j'ai eue aux États-Unis pour donc que j'utilise tous mes congés pour me dire à la fin dès mon retour, bah écoute, c'est fini, on peut plus te garder, c'est plus possible, donc mais on va quand même te faire un geste, t'as 1 mois de salaire en plus pour le mois prochain pour t'aider à rechercher. Je dis bon, ok, c'est pas grave, pas de souci, merci, je prends, merci pour le coup de main. Bref, je commence ma recherche d'alternance. Donc sur LinkedIn, sur Twitter, j'envoie des messages de partout parce qu'il faut savoir que sur Twitter, j'essaie d'être le plus actif possible. Il est très très actif. Solitaris972, allez le follow. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi actif sur un réseau social. Ah oui, je suis très très actif. Je fais un peu moins de posts qu'avant, mais je fais surtout beaucoup de retweets parce que bah voilà, il faut se tenir au courant de l'actualité sportive et automobile. Parce qu'on a reçu Samia Rosman la semaine dernière qui nous disait que Twitter c'est le réseau des méchants. Pour le coup, lui, un vrai gentil. Ah ouais, non, franchement. Allez voir. Non, franchement, Twitter, quand c'est bien utilisé, ça peut ouvrir énormément de portes. Grâce à Twitter, je vais revenir faire une toute petite parenthèse là-dessus. Grâce à Twitter, j'ai pu entrer en contact pour la première fois avec des journalistes que je regardais à la télé, que j'admirais. Je pense à Bertrand Millard, commentateur tennis et athlétisme sur Eurosport. Je pense à Thibault Leroll, qui à l'époque était commentateur foot, enfin tennis surtout, mais foot entre autres pour beIN Sport. Marie Patrux aussi, pareil, elle présentait NBA Extra sur beIN Sport, fan de basket, fan de tennis aussi. Voilà, je cite ces noms-là parce que vraiment ce sont des noms qui m'ont vraiment marqué et que j'ai pu rencontrer, même Fred Verdier, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, Frédéric Verdier, pareil, commentateur tennis sur Eurosport, mais aussi travaille aussi pour l'équipe, pour la chaîne L'équipe. Et Twitter a permis de casser un peu ces barrières et m'a permis de nourrir mon projet professionnel à ce niveau-là. Et ils m'ont donné pas mal de conseils sur comment postuler, comment se faire remarquer dans le bon sens du terme, est-ce que j'allais dans le bon sens. Pour la plupart, ils m'ont dit oui, t'as cette flamme, t'as cette passion, garde-la, conserve-la, on a besoin de ça dans le métier. Je dis ok, pas de souci, bon les gars, préparez-vous parce que vous avez quelqu'un qui a la dalle là, qui va arriver sur le marché. Et du coup, pour revenir à cette histoire d'alternance numéro 1 et numéro 2, j'avais une opportunité professionnelle toujours avec weartennis.com cette fois-ci, qui m'a permis de couvrir pendant 10 jours le tournoi d'Indian Wells il y a 2 ans. Et c'est une opportunité de fou parce que pour la première fois je vais aux États-Unis, première fois je vais en Californie, c'est un truc de fou, les paysages, j'en garde des souvenirs exceptionnels. Et dans ce tournoi-là, je fais tous les exercices journalistiques possibles. Interview, je participe au Media Day, je rencontre Gaël Monfils, je rencontre Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov, 11 Jabeur, puisque tu parlais de Samia Rosman, elle est tunisienne, 11 Jabeur aussi, c'est la ministre du bonheur, au passage, comme ça qu'elle est surnommée. J'ai fait une interview avec Cameron Norrie, avec Hubert Hurkacz, bref, des joueurs que je regardais à la télé, je les ai en face de moi, alors que je suis comme ça, ils m'ont dit non, tranquille, ça va bien se passer, tu as tes questions, t'es prêt, tout ça, ils m'ont aidé à faire des interviews. J'ai pu faire des exercices de duplex, j'ai pu faire des interviews, faire des micro-trottoirs, vraiment m'exercer à tout ce que je pouvais, même la photo en bord terrain, j'ai pu m'exercer avec le photographe officiel du tournoi, j'ai pu tout faire là-dessus. Et en revenant de cette opportunité-là, qui était juste exceptionnelle, le patron il me dit, allez, ça fait 6 mois qu'on t'a dit que tu devais partir, il faut que tu partes parce que tu nous coûtes trop cher. Ok, ça marche. Donc je commence les démarches, je trouve sur LinkedIn un rédacteur en chef adjoint qui a travaillé pour France Télévisions, qui repartageait des offres de tout, offres d'emploi, stages, alternance, etc., etc. Ça, c'est un bon plan. Pour ceux qui sont dans le journalisme, mettez-vous en contact avec les rédacteurs en chef adjoints. Je précise adjoints, parce que eux, ils ont le temps de faire le passe-plat de votre candidature au rédacteur en chef. Et vous aurez, quoi qu'il arrive, une réponse, même si elle est négative. Moi aussi, je suis rédacteur en chef, pas adjoint, mais je réponds aussi quand même. Ouais, voilà. Toi, t'es un rédacteur chef correct, tu vois. Non, blague à part. Ça, c'était une astuce qui m'a beaucoup servi, puisque je suis tombé sur une offre d'alternance de 1 an dans une boîte qui s'appelle Internep West Info. Donc, eux, ils se chargeaient de réaliser des sujets en presse locale en Normandie, mais aussi pour le JT de 13h de TF1. Je postule, le rédac chef me contacte, il est très intéressé par ma candidature. Je vais à Caen, je me déplace à Caen en voiture pour faire une journée d'observation. Pour moi, tout était carré, tout était clair. Je voulais, je savais que j'étais pris, je pouvais faire 1 an là-bas, il n'y avait pas de problème. Donc je commençais déjà à m'organiser, trouver un appart et tout ça. Et il se trouve que j'ai postulé à énormément de médias, dont le groupe M6 qui avait ouvert sa campagne de recrutement.
Moi, j'ai pris des vents par TF1, j'ai pris des vents par France Télé, j'ai pris des vents par Bein, par Eurosport, par toutes ces chaînes-là. Je me dis, à quel moment M6 va me répondre? Ok, je peux en lance et puis on verra. Quelques jours plus tard, j'ai un appel. Déjà, message numéro privé. Même pas inscrit numéro privé. D'habitude, il faut pas décrocher. Hein. Moi, je décroche. Oui, bonjour, Stéphane Capella, rédacteur en chef de Turbo.fr. Vous avez postulé pour une alternance. Sujet verbe complément, je savais pas faire. Pendant 5 secondes, j'ai réellement bugué. Je me dis, waouh, il y a quelque chose qui se passe là. Et je lui dis, oui, c'est bien moi. Est-ce que vous seriez disponible pour un entretien? Je dis, oui, pas de souci et tout. Je vais dans les locaux d'M6. Je suis cuisiné pendant 1h30. 1h30. Toute ma carrière est remise à plat. Est-ce que je m'y connais en automobile? Est-ce que je connais M6? Est-ce que je connais Turbo? Est-ce que je connais le monde de la presse auto? Est-ce que je connais l'univers du web, à savoir maillage interne, SEO, etc., etc. Je réponds à toutes ces questions. Ils ont été jusqu'à appeler le tout premier boss. Vous vous souvenez, le fameux stage que j'ai fait à 18 ans? Ils ont appelé mon tout premier boss de l'époque pour confirmer si j'étais un bon élément. Une semaine plus tard, je reçois un appel. Félicitations, bienvenue parmi nous, tu es chez Turbo en alternance pour 2 ans. Autant vous dire que j'ai explosé ses tympans. J'ai hurlé de toutes mes forces au téléphone. J'ai appelé ma mère en premier. Elle a fondu en larmes parce qu'elle était extrêmement fière. Et derrière, bon, bah, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Je fais mes premiers articles sur Turbo.fr. Je croise tous les journalistes que je voyais quand j'étais à la télé. Vraiment, j'étais passionné par Turbo quand j'étais petit. Bah, aujourd'hui, c'est mes collègues. Ça fait Rastoder, Étienne Bruet, Cyril Drevet, Dominique Chapat. Puis plus tard, Simon Poté-Galini. Là, ça fait quelque chose. Je croise Karine Gioc, Karine Gioc-Turam, pardon, qui waouh, c'est un effet waouh extraordinaire parce qu'elle est solaire, elle est super sympa, très souriante. Elle n'a pas hésité à me donner énormément de conseils pour comment prendre confiance en moi lorsque je suis face à la caméra, quand il s'agit de faire de la radio, de la télé, etc., etc. Vraiment, je vivais un rêve éveillé. Littéralement, tous ceux que je regardais avec qui j'étais fan étaient devenus mes collègues en fait, de téléspectateurs à collègues. Et ça, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui me remplit de fierté. Et par la suite, je continue, je fais mon beurre, je me bats pour pas garder ma place, mais pour être un bon élément. J'ai quelques petites opportunités, quelques petits cadeaux qu'on me fait et tout, avec des essais de véhicules entre autres, et puis par la suite j'apprends que Turbo.fr, ça c'était la belle partie, c'était ça. La mauvaise partie, c'est que Turbo.fr s'arrête le 30 septembre 2024. Le site est revendu de M6 à Prisma Media. Du coup, tous les contrats sont cassés, donc il faut que je trouve quelque chose. Je bascule dans un autre pôle. Le pôle que j'occupe actuellement, pôle société, je suis enquêteur desk, je fais du pré-casting, je contacte des gens pour pouvoir les amener en plateau sur des sujets de société extrêmement sensibles. J'avais fait la montée du masculinisme, j'avais fait les violences infantiles, etc., etc. C'était des sujets qui sont pas forcément drôles, mais qui permettent de bosser toujours un peu plus et de voir d'autres aspects du monde du journalisme. Et entre-temps, je vois la rédaction de Turbo en galère, en catastrophe. La personne qui s'occupait des news de la semaine, son contrat s'est arrêté en juin 2024. La personne était là depuis 3 ans. Du coup, il y a une place qui se libère. À ce moment-là, je les vois s'agiter. Je dis à Étienne Bruet qui est à côté de moi, je dis Étienne, t'aurais 5 minutes? Oui, j'ai quelque chose à te montrer, on va voir si ça peut t'intéresser. Et là, je lui montre quelque chose que j'avais fait. J'avais fait 3 essais pour un petit JT hebdomadaire de 5 minutes pour le site turbo.fr. Je lui montre le meilleur essai. Et il me dit putain, la vache, c'est vachement bien. Et t'as fait ça comment? T'as fait ça tout seul? Je dis ouais, tout seul, les images et tout. Oui. Montage, pose de voix, écriture, référence YouTube, référence web, tout ça. Je dis oui, c'est moi qui ai fait ça. Il m'a dit bon, à part 1 ou 2 mots un peu hors champ, franchement c'est magnifique. Hein. Tu sais quoi, je vais te pousser au rédac chef pour que tu puisses faire les news. Là, ça commence à devenir sérieux. Le lendemain, le rédac chef vient me voir, il me dit écoute, bloque 43 semaines dans ton emploi du temps, tu vas faire les news de la semaine pour toute la saison avec nous. Et là, par contre, j'ai la balle jusqu'aux oreilles parce que là, je vois que mon nom va être non pas cité sur le site internet de Turbo.fr par rapport à mes articles, mais directement sur le générique à la télé. C'est un truc de fou. Là, je me mets à penser à toute mon enfance, à tous ceux qui savaient que j'étais fan de bagnole, que je connaissais toutes les voitures, hein, je lisais les plaques, machin, tout ça. Ils me disaient, mais toi, tu connais tellement de voitures, faut que tu travailles pour Turbo, là, faut que tu travailles pour Dominique Chapat, hein, c'est son émission et tout. Je repense à ce moment-là, quand il me dit ça, je dis, ouais, je l'ai fait. Et on peut dire que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Parcours de dingue. Voilà. On est content en tout cas, fier de tout ce chemin que tu as parcouru, fier de tout ce que tu as pu faire. Stéphane, qu'on peut retrouver les dimanches, vous mettez M6 Turbo.
Il y a Stéphane Sorando, vous écoutez sa petite voix mielleuse. C'est toujours sympa à écouter. En quelques mots, on arrive à la fin de l'émission, on a même pris un peu plus de temps que prévu. En quelques mots, première carte de presse, réaction, fierté, est-ce que comment tu l'as vécu? Fierté extrême. Fierté extrême parce que la toute première carte de presse, c'est la concrétisation de tous les efforts que j'ai fait depuis 10 ans pour pouvoir me faire une petite place dans ce milieu. Là, je me suis mis à repenser à ce que j'ai fait, ce que j'écrivais quand j'étais à Autodéclic, quand j'étais au blog auto, quand j'étais même correspondant local de presse pour La Marne. Là, j'ai repensé à tout ça, j'ai dit ouais, c'est ce truc-là, c'est mon trophée du Grand Chelem, c'est ma Ligue des Champions, c'est ma médaille d'or. Voilà, je vais dans le bon sens, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est une fierté extrême. J'ai entendu pas mal de monde, même dans mon propre entourage, qui me dit ouais, mais tu rêves trop, t'arriveras jamais à Bein en moins d'un an, t'arriveras jamais à la télé en moins d'un an, c'est pas possible, tu seras jamais journaliste. Quand j'ai brandi cette carte de presse, fallait voir comment ma mère a été fière. Mais pas juste fière, hein. Fière avec 14 E à la suite, quoi. Nous aussi, on est fiers. Et pour finir, en quelques mots, on le disait, harcèlement, tout ça. Parmi tes harceleurs, il y a quelqu'un qui aujourd'hui est très connu. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un à qui t'en veux encore aujourd'hui ou pas? Ou c'est quelque chose, le passé est quelque chose que tu as oublié, et désormais on va de l'avant et on ferme ce chapitre-là, on les réouvre plus jamais? Ou c'est quelqu'un que tu veux confronter dans le futur peut-être? Alors moi, dans ce sujet, en ce qui me concerne, moi je n'ai pas oublié ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas oublié leur nom, je sais qui ils sont. Surtout lui, connais cette personne. Et quand on est harcelé, quand on est victime de harcèlement scolaire, on n'oublie pas ses bourreaux. On n'oublie pas ses bourreaux, on n'oublie pas les insultes, les moqueries, les coups. On n'oublie pas l'apparence physique. Même le nom peut inspirer du dégoût. Donc ouais, non, ça je ne l'ai pas oublié. Et moi justement, avec mon parcours, j'aimerais un jour le confronter. Mais toujours dans le cadre professionnel, hein, vu qu'il a réussi, tant mieux pour lui. Mais j'aimerais le confronter, lui dire, tu te souviens de ce que tu m'as fait? Et j'aimerais voir sa réaction. Parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, c'est une mission pour moi. C'est une mission, peut-être la petite case à cocher, tu sais, quand tu as tous les trophées sur PlayStation. Vous vous souvenez, le fameux trophée platine, quand tu as rempli tous les trophées or. Voilà, mon trophée platine, c'est me confronter à lui sur le plan professionnel et pouvoir lui glisser un petit mot en lui disant, tu te souviens de ce que tu m'as fait? Regarde où j'en suis, regarde où t'en es, regarde ce que tu as fait. Et avoir sa réaction. Ça, c'est vraiment le truc que j'aurais aimé faire. Donc, on te le souhaite. En tout cas, merci Stéphane pour cet échange passionnant, rigoureux, rapide. Stéphane, il est bavard. J'essaie de réduire le débit, mais c'est compliqué. Ça, c'est naturel, au galop. Non, mais merci, c'était un plaisir. C'était très content. Merci à toi d'avoir partagé ton histoire. On espère que ça servira. Est-ce que je peux dire un dernier petit mot? Ouais, on va. Pas de souci. On espère que tu pourras la partager. Enfin, que toutes celles et ceux qui partagent peut-être des points communs avec toi, ceux qui sont harcelés, leur montrer qu'il y a toujours une issue positive, en tout cas, qu'il faut pas désespérer, croire en vous, parlez-en aux adultes. Il y a aussi des numéros pour le harcèlement aujourd'hui, Dieu merci, c'est une affaire qui est prise au sérieux par les institutions, l'État, les politiques, même si encore une fois on n'en fait pas autant qu'on devrait en faire, mais voilà, vous n'êtes pas seul. On fait un petit jeu, on finit le jeu, tu fais ton dernier mot et on dit au revoir. C'est bon pour toi? Pas de souci, on fait comme ça. Alors je vais faire des débuts de phrases et tu les complètes en un mot. Ok. Être journaliste en France aujourd'hui, c'est difficile. Être un journaliste noir en France aujourd'hui, c'est en un mot. Allez, deux. Très difficile. Le harcèlement est une histoire de traumatisme. Le racisme est une histoire de d'ignorance. Le tennis est pour moi. Je peux finir la phrase. Ouais. Le tennis est pour moi le sport qui a sauvé ma vie. Si j'étais un tennisman, je serais... Oh. Si j'étais un tennisman, ouais, sans hésitation, Joe Wilfried Tsonga. La Guadeloupe, pour moi, ça représente... Ah, attention, je suis pas guadeloupéen. Non, mais moi, je voulais dire la Guadeloupe. Je sais que t'es martiniquais. Ouais. Mais moi, je voulais dire... Je voulais te marquer là-dessus. Je me suis trompé, la Martinique, pour moi, ça représente... La Guadeloupe, pour moi, ça représente... Non, la Martinique. La Martinique, non, je peux faire les deux. La Guadeloupe, pour moi, ça représente les frères. Et la Martinique? Et la Martinique, ça représente ma terre. Aller voir un psy, c'est pas un problème. Alors, problème, c'est pas forcément le bon mot. Ça doit pas être tabou? Ouais, ça ne doit pas être tabou, exactement. À ceux qui doutent, j'aimerais leur dire que c'est pas la honte. Ouais. À ceux qui doutent, j'aimerais leur dire que croyez en vous et uniquement en vous. Persévérez. J'aimerais dire à ma mère que
que qu'est-ce que je pourrais lui dire? J'aimerais dire à ma mère que je suis extrêmement fier de ce que tu es et de ce que je suis grâce à ce que tu m'as inculqué comme valeur. L'interview du jour était Exceptionnel. plaisir partagé. Mot de la fin pour Stéphane. Un petit mot de la fin, puisque bon, j'ai évoqué mon parcours. Je tiens aussi à saluer toute l'équipe de VL Media, puisque VL Media, ça aussi a été ma première expérience, mais face caméra, où j'ai été réalisateur pour l'émission des prolongations qui était présentée par Saïd Hamda, qui lui aussi a un parcours exceptionnel, fait de haut et de bas, mais qui a un parcours exceptionnel. Et j'ai aussi eu la possibilité, la chance d'avoir un poste de chroniqueur dans une autre émission qui s'appelle le Sporting Club, qui était présentée par Dimitri Blanc-L'Œil, où j'ai pu voir plein de chroniqueurs, etc., mais surtout avoir une rubrique à mon nom, où j'ai pu évoquer la culture sportive qu'on a appelée la bibliothèque de Soli. Et tout ça, ça n'aurait jamais eu lieu sans l'appui de Christophe Crépin, qui est le directeur des programmes de VL Media, et qui m'a permis de faire mes premières armes face caméra. Voilà, donc eux aussi, je voulais pas les oublier. Merci, big up à eux, parce qu'ils font un super travail. Bah merci Stéphane, le message il est passé. On remercie la rédaction de VL Media, on te remercie toi d'être venu, on remercie les doubles Jess, encore eux à la réalisation son pour Jason et caméra pour Jay. Merci à eux, merci à vous. Passez un bon dimanche. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et encore une fois, si vous êtes victime d'harcèlement ou de quoi que ce soit d'autre, ne vous taisez pas. Parlez-en à un adulte. Parlez-en à vos proches et au corps professoral. Passez un bon dimanche. Faites attention à vous. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour des parcours encore plus atypiques. Paris FM